Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une activité spécialement pensée dans le cadre de la Semaine de la santé numérique 2020. Sans plus attendre, je passe la parole à notre animatrice de ce soir, Madame Catherine Lune Rollet. Bonsoir Catherine Lune. Bonsoir Jérémy, merci. Alors écoutez, je suis très heureuse d'animer donc cette soirée unique du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal. Vous savez, dans un contexte de pandémie où on a pu constater que la télémédecine prend de plus en plus de place dans notre quotidien, il y a des chercheurs et des professionnels de la santé dans le monde entier qui travaillent activement chaque jour à vraiment améliorer la médecine de demain et afin de mieux prendre soin de nos patients, mais aussi de rendre notre système de santé plus performant, il y a des diplômés de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal qui ont vraiment développé des outils technologiques avant-gardistes et avec ça, ça nous permet de faire rayonner effectivement la Faculté de l'Université de Montréal. Alors aujourd'hui, la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, pardon. Alors aujourd'hui, pour débuter, je vais discuter avec chacun de nos 4 invités. Chacun va nous présenter un peu sa réalisation. Ensuite, on aura un moment où on discutera les 5 ensemble et on a gardé une dizaine de minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Ces questions-là, vous pouvez les poser en tout temps, mais on gardera donc ce temps-là à la fin pour que vous puissiez les poser et ça se fait donc dans le module questions-réponses en bas de votre écran. Alors, je vous présente aujourd'hui nos panélistes. Il y a d'abord Nathalie Billère qui est ergothérapeute et professeure agréée. Bonjour Nathalie. Bonjour. On a aussi avec nous Yannick Beaulieu, cardiologue intensiviste. Bonjour. Bonjour. Et aussi Jean-Simon Fortin, médecin d'urgence. Bonjour. Et finalement, on a le docteur Alexandre Messier, donc médecin de famille. Je vais débuter avec vous, Monsieur Messier. Vous êtes diplômé du département de médecine de famille et de médecine d'urgence depuis 1999 à l'Université de Montréal. Vous travaillez depuis 18 ans à l'urgence de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et vous êtes très préoccupé par le niveau d'encombrement des urgences et votre pratique inclut beaucoup d'aspects administratifs. D'ailleurs, vous occupez actuellement le poste de médecin conseil dans 2 CIUS de Montréal. Vos principales expertises étant l'accès aux soins et le désengorgement des urgences. Et depuis 2012, au CIUS nord de l'île de Montréal, vous avez conceptualisé et mis sur pied des nouveaux projets performants qui impliquent la première ligne des urgences. Et d'ailleurs, votre dernière réalisation, vous avez inventé une application web qui est présentement en fonction dans une dizaine d'hôpitaux au Québec, mais aussi 2 en France, où elle est l'objet d'études. Donc, peut-être nous décrire un peu là, cette application et surtout quel impact elle a sur les systèmes de santé à l'urgence. Bien, tout à fait, merci. Bonjour à tous. Merci Catherine Lune. En fait, c'est une drôle d'histoire, ce projet-là. C'est un projet qui nous a été proposé il y a environ 6 ans. Puis au début, on nous a dit qu'il faudrait réorienter les patients de l'urgence. Donc, prendre les patients qui arrivent à l'urgence, puis sélectionner les patients un peu moins malades et les rediriger vers la première ligne. Concept qui a l'air assez facile. Quand on nous l'a proposé, honnêtement, on a dit non. Parce que c'est un concept ans et la littérature nous montrait que ça pouvait être dangereux, que c'était pas évident. On a eu la chance d'avoir des bons dirigeants qui nous ont poussés dans le dos puis qui nous ont convaincus de quand même faire le projet. Donc, on s'est mis à notre table à dessin. On a écrit un algorithme médical pour sélectionner les patients, ce qui était le gros enjeu. Hein. Vous comprenez qu'on ne peut pas laisser partir de l'urgence n'importe qui. Il s'agit d'un cas qui ne va pas bien, puis le projet vient de se terminer. Donc, on a écrit notre algorithme, on a pensé à ce que ça prenait, puis contrairement à la pensée générale, c'était pas facile, puis ça allait impliquer probablement du papier, un cartable, un fax, un téléphone. Ça n'avait pas de sens. Donc, c'est là que l'idée est apparue de dire, pourquoi on ne prend pas une application? Là? On est en 2015. Il me semble qu'une application, ça serait logique pour faire ça. On s'est mis encore une fois à la table de dessin. On a dessiné notre application. Surprenamment, on était les premiers à penser à faire ça, à combiner un algorithme de sélection vraiment monté pour ce besoin-là, à inclure dans une application. Et on est parti le 15 juin 2015. Très chanceux, succès immédiat du projet, presque on en a eu peur. Là. On s'est mis à faire de la recherche, de l'analyse pour être certain qu'on était sécuritaire, qu'on avait de l'impact, que c'était satisfaisant pour les patients, pour le personnel. Puis, devant tous ces beaux résultats-là, on a commencé c'était la réforme Barrette à l'époque, je ne sais pas si les gens se rappellent. Alors, on est devenu un CIUS. Alors, on nous a dit, est-ce que vous seriez capable de reproduire ce projet-là dans d'autres hôpitaux? Et on était capable.
Donc, devant la réussite du projet dans 3 hôpitaux, la reproductibilité et la recherche qui montraient des résultats intéressants, on a attiré l'attention et on a eu besoin vraiment de développer une vraie application qui avant était plus une base d'un prototype. Et là, on s'est associé à la compagnie Logibec pour monter l'application vraiment solide qui nous permet de faire toutes les fonctionnalités. Parce que le concept est facile à expliquer, mais sur le terrain, là, vous êtes dans une salle de triage. Vous avez 2 ambulances qui attendent, puis vous êtes devant une dame qui a mal à la gorge, puis qui est inquiète. C'est pas facile de savoir si elle peut quitter, puis si c'est sécuritaire. Puis si vous l'envoyez vers une clinique, il faut être sûr que cette clinique-là soit capable de prendre en considération ce problème-là. Exemple, une lacération, on ne pourra pas aller partout. Donc, ça prenait des filtres dans l'application, ça prenait un horaire partagé entre l'urgence, les cliniques. Bref, c'était un peu plus complexe qu'on pensait, puis on a tout développé ça tranquillement. Puis aujourd'hui, on a une application hyper mature, hyper performante. 12 hôpitaux, on est en discussion avec plein de gens en France, ça roule en France, 80 000 patients presque d'atteints dans le projet. On a de la recherche qui se fait en termes de niveau ambulancier avec l'utilisation de l'algorithme de l'application, infirmières praticiennes spécialisées vers qui on pourrait réorienter au lieu de réorienter vers des médecins. Donc, plein d'avenirs qui se développent autant en France qu'au Québec. Donc, on est très satisfait de ça. Il faut dire aussi que vous avez un retour de patients à l'urgence qui est très, très petit. Là, on parle de 3 %. Donc, ça fonctionne bien, votre algorithme. Là. Oui, ben j'avais pas envie de vous endormir avec des chiffres, là. Mais, non, mais oui. celui-là est marquant. Oui, on réoriente un bon pourcentage de visites, là, donc ça vaut la peine d'implanter le projet. Oui. Et en retour, on a une sécurité qu'on a évaluée à de différents moyens, dont une étude, et qui nous montre un taux de retour environ de 3 là. Donc, 97 des patients qu'on réoriente sont pris en charge par la première ligne, non pas à attendre dans une salle d'attente qui est pleine de gens qui toussent, ce qui est utile en temps de pandémie. Et la satisfaction est très énorme. On a demandé à 1000 patients s'ils pensent que ce projet-là devrait être partout au Québec comme ça, puis 95 ont dit oui. C'est quand même des résultats de recherche qui parlent d'eux-mêmes. Absolument. L'autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est que dans les 5 dernières années, vous avez gagné 5 prix, donc un par année, dont entre autres celui du prix du leadership au dernier gala des prix TI en santé et services sociaux. Donc, il y a quand même une belle reconnaissance là, par rapport à votre application. Oui, tout à fait. C'est un travail qui est reconnu, puis ça nous motive tout le temps. Ça nous fait continuer à toujours. On voit les résultats sur le terrain, on voit les résultats que les gens nous montrent, on voit l'intérêt qui continue à grossir, des nouveaux champs d'intérêt aussi. Puis ça fait que la motivation reste. L'équipe de programmeurs avec qui on travaille, c'est super intéressant aussi parce que c'est un mélange de gens qui connaissent les réalités de terrain avec des programmeurs qui sont plus un peu dans leur monde. Mais quand tu mélanges ces 2 gens-là ensemble, ça fait un super travail. Bien, merci beaucoup, M. Messier. On va passer maintenant à Nathalie Bière, qui est ergothérapeute, en fait, qui est diplômée d'ergothérapie de l'Université de Montréal, donc ergothérapeute et professeure agréée à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, ainsi que chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. L'objectif principal de votre programme de recherche est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées présentant des troubles cognitifs dans une approche non pharmacologique utilisant les nouvelles technologies. Et dans ce contexte-là, les travaux de votre équipe ont mené au développement d'une plateforme de télémonitoring des activités de la vie quotidienne, donc une plateforme qui est principalement utilisée par les intervenants en soutien à domicile. Et là, si je ne me trompe pas, actuellement, là, des travaux sont en cours avec des CIUS et des CIS de la région de Montréal pour vraiment valider votre plateforme. Oui, donc, merci pour l'introduction. En fait, notre projet n'a pas atteint encore un degré de maturité comme celui que vous avez entendu par M. Messier. On est encore dans les débuts en train de valider l'utilisation de ce type de dispositif-là, qui est en fait une forme de dispositif de télésanté. Le télémonitoring, c'est une sous-catégorie qui vise à plutôt comprendre un petit peu les routines de vie quotidienne des personnes en perte d'autonomie, particulièrement celles qui habitent seules et qui ont de la difficulté à rapporter sur ce qu'ils sont vraiment capables de faire, de manière à bien penser ou, je dirais, bien adapter le plan d'intervention en soutien à domicile de ces personnes-là. Donc, les intervenants nous disent finalement que c'est une plateforme qui leur permet de choisir le bon service pour la bonne personne au bon moment. C'est un projet qui est né il y a environ 4 ans de la rencontre entre notre équipe et la directrice SAPA du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, donc Ginette Sonnet,
qui me dit, moi, j'ai plein de difficultés en soutien à domicile, on a un manque de personnel, on a définitivement de très grands besoins au niveau de la technologie. Moi, je connais tes projets, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose d'innovant? Et en fait, on s'est assis avec les intervenants en soutien à domicile, avec les chefs de programme, en fait, avec tous les gens qui pouvaient être impliqués dans ce genre de service-là, de manière à bien comprendre leurs besoins, puis s'assurer que la plateforme de télémonitoring allait vraiment être utile. Donc, c'est vraiment toujours important pour nous de s'assurer que ça répond à un besoin clinique. On a beau arriver avec une technologie, encore faut-il que l'intervenant en bout de ligne souhaite l'utiliser et qu'il puisse l'utiliser de façon pertinente. Peut-être juste pour donner un petit peu plus de précision, le télémonitoring. Oui, c'est ça. Comment ça s'applique dans les appartements où habitent ces personnes âgées-là? C'est ça, donc c'est lié aux environnements intelligents, donc c'est de la technologie qui vient de la domotique. Ces environnements qui peuvent allumer les lumières automatiquement ou faire partir votre chauffage quand vous rentrez, bien, nous, on leur donne une petite twist via l'intelligence artificielle de manière à plutôt comprendre les activités de la vie quotidienne qui se déroulent à l'intérieur des différentes pièces de la maison. Donc, c'est des capteurs de mouvement, des capteurs de contact, des capteurs de consommation électrique. Donc, on peut savoir, par exemple, s'il y a un appareil électroménager qui est allumé. Évidemment, pas de caméra. L'idée, c'est d'être vraiment le plus discret possible, le moins d'interaction possible aussi. Donc, la personne au domicile n'a pas à interagir avec la technologie. C'est plutôt l'intervenant en soutien à domicile qui se connecte sur une plateforme qui lui permet d'aller voir les différents, résultats, soit mensuels ou hebdomadaires, et qui peut en tirer à ce moment-là prendre des décisions cliniques là, en lien avec les informations qu'il observe. Donc, on est encore dans les débuts. On souhaite compléter d'ici 1 an et ensuite peut-être pouvoir aller à plus grande échelle là, pour valider ça, évidemment, là, de façon plus concluante. Puis il y a aussi une question de temps qui est importante. Actuellement, en COVID, j'imagine que les personnes âgées sont peut-être plus réticentes à accepter des gens à venir dans leur maison pour installer donc ces appareils. Oui, bien, c'est sûr qu'actuellement, comme on est dans un contexte de recherche, on a été limité pendant le contexte de pandémie. Donc, vous savez que la recherche a complètement arrêté pendant plusieurs mois. Et maintenant, ça reprend tranquillement avec effectivement certaines personnes qui vont être craintives, mais d'autres qui, au contraire, vont être rassurées par ce type de système-là. La personne âgée elle-même, mais aussi sa famille. Donc, on a quand même une très bonne réceptivité là, de la part des participants, si je peux dire, sachant que l'information qui est collectée demeure quand même une information assez discrète, là, donc des capteurs en CD1 puis des 0, là, on ne prend pas de capture d'image. Donc, ça vient aussi rassurer quant au type d'information qui est collectée et l'utilisation qu'on en fait également. Oui, puis entre autres, je pensais à l'exemple d'une dame, sa famille se posait la question si elle mangeait assez en ayant un capteur sur son frigo. Vous vous êtes rendu compte que dans le fond, oui, elle consommait assez. On pouvait voir qu'est-ce qu'elle consommait comme nourriture en fonction de l'ouverture et la fermeture de son réfrigérateur. Bien, en fait, on peut émettre des hypothèses puisqu'on ne sûr. peut pas jusqu'en bout de ligne voir vraiment la personne manger, mais si on combine différents capteurs, oui, le frigo, l'entrée à l'intérieur de la cuisine, la durée, les moments à lesquels ça se passe, nous permet, en tout cas, non seulement d'avoir une idée, mais aussi d'ouvrir la discussion des fois avec la personne âgée elle-même. Et dans ce cas-ci, effectivement, les craintes ne se sont pas avérées fondées et ça a permis de ne pas mettre en place un soutien de popote roulante, par exemple, qui ne s'est pas d'éviter des services qui ne sont pas nécessaires ou au contraire, peut-être d'en mettre en place alors qu'on se rend compte que la personne a plus de difficultés que ce qui était rapporté. Merci beaucoup, Mme Bière. On va passer maintenant au docteur Yannick Beaulieu, cardiologue intensiviste. Alors, il est diplômé du département de médecine de spécialité depuis 2003. Monsieur Beaulieu, vous êtes cardiologue intensiviste à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et aussi intensiviste à l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous êtes professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Montréal et aussi directeur des services cliniques pour Philips Healthcare, division ultrason. Et vous vous êtes lancé en affaires il y a plus de 15 ans pour introduire dans le monde médical des outils novateurs qui faciliteraient l'enseignement et la collaboration. Donc, après avoir fondé 2 compagnies, vous avez lancé en 2012 Innovative Imaging Technologies et créé React, une plateforme numérique sécurisée qui réinvente la façon dont les professionnels de la santé interagissent à distance en facilitant la collaboration virtuelle. Maintenant, React est présent dans 80 pays, donc on parle vraiment d'un succès. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet?
Oui, ben merci beaucoup. C'est une bonne intro qui donne vraiment un peu le ton. En fait, le tout est parti, comme tu le disais, au début des années 2000, quand je faisais ma spécialité de soins intensifs. Quelque chose que beaucoup de médecins font maintenant depuis les dernières années, c'est de l'échographie de façon, ce qu'on appelle dirigée, donc pour des besoins précis, que ce soit à l'urgence pour évaluer des traumatisés, que ce soit aux soins intensifs pour voir la fonction du cœur ou regarder s'il y a de l'eau sur les poumons ou autre. Et je voulais donc pouvoir démocratiser l'utilisation de cet outil-là. Et puisque c'était seulement les radiologistes, les cardiologues qui utilisaient ça, avec pas beaucoup d'enseignement pour les autres médecins, j'ai créé un curriculum qui avait tellement de demandes. J'ai donc créé une première compagnie en 2005 pour poursuivre cet enseignement-là. Un an après, pour complémenter tout ça, j'ai créé une deuxième compagnie avec d'autres collègues pour inventer un simulateur d'échographie pour permettre vraiment le côté pratique de l'enseignement. Et ce qui s'avérait important plusieurs années après, c'était comment on pourrait faire ça à distance, parce que les gens, sinon, ont besoin de se déplacer pour faire la formation. Le défi était que l'échographie, pour être dans l'apprentissage, tu dois apprendre à manipuler la sonde. Il y a une grosse composante manuelle qui fait que l'enseignement, en pouvant bouger les choses et montrer comment faire, était important. Et c'est là que j'ai dit, en faisant juste la visioconférence, ça ne marche pas. Alors, comment peut-on amener une technologie qui permettra que je puisse mettre ma main sur la main de l'autre personne à distance, que je puisse voir plusieurs écrans simultanés pour voir la position, pour voir l'écran d'échographie. Et ça a donc amené les notions de réalité augmentée et de plusieurs autres innovations permettant donc un enseignement à distance différent. Et c'est là qu'en 2012, ne trouvant pas de plateforme qui faisait ça, j'ai créé la compagnie Technologie innovatrice d'imagerie et l'application Reax. Alors, quand on a lancé l'application en 2014, même si le but initial était de faire un enseignement, c'était de pouvoir faire de l'assistance à distance, de la supervision, autant entre professionnels qu'avec des patients, mais puisque la plateforme contenait déjà des éléments donc, de vidéoconférence, de messagerie sécurisée, les applications se sont beaucoup élargies. Et à ce moment-là, la télémédecine n'était pas aussi populaire que depuis les 6 derniers mois. Mais on a donc commencé à s'implémenter au Québec pour des besoins de télémédecine, de formation à distance, de messagerie sécurisée. Et en 2015, la compagnie Philips m'a approché pour intégrer notre application collaborative dans une des premières machines d'échographie portables qu'on branche dans un téléphone intelligent ou une tablette pour pouvoir donc donner à distance une formation en direct de la machine d'écho vers l'apprenant via Reax. On a relevé le défi et donc en 2018, on a lancé mondialement avec Philips cette première application-là. Et puisque ça fonctionnait bien, on a continué de travailler avec Philips pour développer l'intégration de l'outil Reax dans d'autres plateformes de logiciels, dans de l'équipement fluoroscopique, échographique et tout. Et finalement, on a donc lancé à de plus en plus de pays l'utilisation de Reax pour différentes fonctionnalités. Et l'été dernier, on a annoncé en juin que finalement, la compagnie Philips a fait l'acquisition de ma compagnie de technologie innovatrice d'imagerie et tout le brain power. Donc, nous, on demeure au Québec et on devient un pôle international d'expertise en réalité augmentée, en apprentissage à distance avec la plateforme. Et moi, je travaille donc à faire les mêmes choses que je faisais, mais en plus avec un rôle plus large. Fait que c'est un beau rayonnement de notre équipe et du Québec à l'étranger pour implanter une technologie comme Reax. Effectivement, c'est vraiment un très beau succès. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Jean-Simon Fortin, qui est médecin d'urgence. Alors, vous êtes diplômé en 2013 du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Vous pratiquez donc depuis 2014 à l'urgence de l'hôpital de Granby, mais vous avez également pratiqué pendant 3 ans au CHU Sainte-Justine à l'urgence. Passionné de technologie et d'innovation, vous avez été en 2015 l'un des instigateurs du projet DREAM, qui avait pour objectif de développer et de valider cliniquement un jeu en réalité de la douleur et de l'anxiété lors des procédures médicales douloureuses. Le succès de cette thérapie digitale novatrice vous a amené à cofonder Paperplane Therapeutics en 2019 et vous occupez donc toujours ce poste de PDG, de directeur médical. Et là, votre entreprise, là, c'est excitant parce que vous allez commercialiser l'an prochain votre premier produit. Oui, bien, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, effectivement, pour reprendre ce qui a été dit dans l'introduction, ce projet-là est réellement né d'un besoin que moi, je ressentais en tant que médecin à l'urgence. C'était vraiment la gestion de la douleur et de l'anxiété pendant des procédures médicales. Même si à Sainte-Justine, ils sont très, très avancés dans ce qu'on fait en termes de non pharmacologique, préparation des patients et tout, je sentais quand même qu'à bien des égards, il manquait quelque chose. Donc, la contention était encore trop présente, donc
contentionner les enfants pour leur faire la procédure parce qu'on sait qu'ils vont crier, ils vont gigoter, ils ne voudront pas se laisser faire. Dans certains cas, les thérapies pharmacologiques étaient soit insuffisantes ou ce n'était pas nécessairement les bonnes modalités à utiliser ou il y avait trop d'effets secondaires. En travaillant aussi dans un autre hôpital qu'à Sainte-Justine, je me rendais bien compte que tout ce qui se faisait à Sainte-Justine n'était pas réplicable dans d'autres hôpitaux où il n'y avait pas le volume suffisant en termes de nombre d'enfants qui venaient, donc des child life therapists ou des gens qui sont spécialisés dans la gestion du bien-être du patient. Donc, c'est ce qui m'a amené finalement à faire un projet de recherche en tant que résident en médecine, puis par la suite de m'intéresser à ça. Puis c'est là que je me suis associé avec David Paquin, là, qui est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, pour développer un premier prototype. Le but étant d'humaniser les soins de santé. Puis la meilleure façon de le faire pour nous, c'est vraiment d'offrir une distraction puissante par la réalité virtuelle pour la gestion de la douleur et de l'anxiété. Puis, on a eu la chance de collaborer avec Sylvie Lemay, qui est chercheur aussi au CHU Sainte-Justine pour la gestion de la douleur en pédiatrie. Donc, c'est tout ça né en 2015, puis ça a beaucoup progressé. Les projets de recherche nous ont amenés au point où, effectivement, on est presque prêt à commercialiser le premier produit. Et donc, c'est là qu'on a décidé de fonder la compagnie l'année dernière pour se préparer à tout ça. Notre vision, c'est vraiment d'offrir des solutions là, pour transformer des expériences cliniques douloureuses en quelque chose de plus amusant, de plus positif pour les enfants. Puis, la façon dont on le fait principalement, c'est qu'on a créé sur mesure des jeux en réalité virtuelle qui sont vraiment adaptés à la clinique. Donc, à bien des égards, on voudrait utiliser certains produits, mais soit il y a trop de mouvements des bras, le jeu n'est pas adapté aux patients. Puis, mes collègues médecins pourront en témoigner, mais si ce n'est pas clé en main, facile à utiliser, malgré toutes les bonnes volontés des gens dans le système, ça va être pris, ça va être tabletté. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette technologie-là, puis tout le feedback qu'on reçoit des cliniciens, on s'assure que la technologie est facile à utiliser, qu'elle plaît à tous, puis qu'elle donne des résultats positifs. Puis, donc, on a 2 produits qui sont en développement. Donc, le premier, c'est pour la gestion de la douleur pendant une procédure médicale. Donc, c'est une distraction qui est puissante, qui est adaptative. Donc, peu importe le type de patient, son niveau d'habileté, le jeu s'adapte en temps réel pour s'assurer de toujours offrir une distraction qui est soutenue, balancée, pour que le jeune soit plongé dans un univers autre que celui dans lequel il se trouve actuellement. Donc, ça diminue énormément l'anxiété, la phobie de voir les aiguilles, le personnel. Et non seulement ça, mais aussi le personnel qui n'a plus à faire le docteur clown peut vraiment focuser sur la procédure qui est à faire. Donc, le personnel aussi, ce qu'on a vu dans les projets des études pilotes, c'est donc une réduction des niveaux de douleur, de l'anxiété, la mémoire de la douleur et de l'anxiété, mais également aussi une grande satisfaction du personnel, puis des patients et des familles, évidemment. Donc, c'est ce qui nous amène donc à l'étude clinique multicentrique qui est en cours actuellement, retardée un peu par le COVID, mais qui continue. Donc, on espère que tout ça va pouvoir se terminer au début 2021, puis que la commercialisation là, va se poursuivre par après. Puis, on est en train de démarcher là, pour voir comment tout ça peut s'implanter. Et donc, le deuxième produit qu'on a développé, c'est pour préparer les enfants à une résonance magnétique. Donc, c'est une équipe clinique qui nous a approchés en nous disant que c'était un problème dans leur centre hospitalier. Donc, c'est le département de pédiatrie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui ont eu la chance d'avoir un don là, d'une famille. Puis, ils ont voulu solutionner un des problèmes. Puis celui qui a été évoqué à ce moment-là, c'était vraiment le taux d'échec par la résonance magnétique pour les jeunes patients. Encore là, beaucoup de sédation pharmacologique avec les effets secondaires que ça entraîne. Donc, on est arrivé avec une solution pour vraiment bien les préparer. Donc, encore là, une fois, un jeu en réalité virtuelle, une expérience très immersive, vulgarisation scientifique, préparation, désensibilisation, très ludique, puis qui se termine avec une simulation à la fin pour pouvoir évaluer le niveau de préparation des enfants avant de passer l'examen. Et puis, les projets de recherche là, vont commencer en 2021 là, pour étudier également l'effet de cette technologie-là. Donc, c'est pas parce qu'on fait des jeux vidéo qu'on n'est pas sérieux. On fait une démarche scientifique très rigoureuse. On traite ça comme un médicament, comme un medical device. Puis, on a la chance d'avoir des équipes de recherche comme avec le professeur Lemay là, qui eux, collaborent avec nous là, pour mesurer l'impact que ça a au niveau de la clinique, pour éventuellement convaincre tout le monde, pas juste les cliniciens qui, eux, généralement, sont assez vendus, mais les gens des échelons supérieurs là, que le bien fondé de cette technologie-là. Mais je suis certaine qu'il y a beaucoup des patients qui doivent trouver ça très sérieux aussi, les jeux vidéo.
Merci beaucoup. Alors, écoutez, on va maintenant passer à notre période d'échange et ma première question est un peu incontournable en contexte de pandémie. Est-ce que vous pensez que la télémédecine pourra un jour se substituer aux visites en cabinet? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut peut-être commencer avec vous, M. Messier. Bien, en fait, c'est une question super intéressante puis qui est très d'actualité présentement, puis surtout pour un médecin d'urgence. Je pense que le Dr. Fortin va être d'accord avec moi. On voit actuellement beaucoup de patients qui viennent nous voir puis qui ont été vus par leur médecin avant en télémédecine. Donc, ça amène. Moi, je pense que c'est inévitable. C'est une super. C'est quelque chose de vraiment bien que la pandémie va nous amener puis qui va rester. Mais il va y avoir un certain retour du balancier. On ne peut pas tout faire en médecine virtuelle. Il restera toujours des gens qui ont besoin d'un contact, puis c'est normal. Tu parlais de l'urgence tantôt, une anecdote, là, récemment, une de mes résidentes a vu une patiente qui avait des vertiges. Trentaine d'années, des vertiges qui avaient l'air excessivement bénins. Fatigants, mais bénins, puis elle réussissait quand même à bien fonctionner. Ça faisait 4 médecins qu'elle voyait. La résidente me raconte le cas, puis j'arrive à la fin, on va voir la patiente, puis on rediscute sans la patiente, puis je dis pourquoi elle vient à l'hôpital? Je ne comprends pas, puis ce réflexe-là me fait chercher plus loin. Je retourne voir la patiente, puis je dis pourquoi vous venez? Je ne comprends pas, je suis le 4e médecin. Sa réponse était vous êtes le premier que je vois. Les autres, c'était par téléphone. Donc, je pense que c'est super bon, mais je pense qu'à un certain moment donné, il faut voir des patients aussi. Monsieur Beaulieu, qu'est-ce que vous en pensez? Je partage à 100% ce qu'Alexandre dit et en fait, la médecine, la télémédecine, c'est un atout de plus qu'on a pour voir et traiter les patients. Ce n'est pas parfait et il y a des conditions assez simples. Il y a plus de 50% des patients, surtout les suivis chez des patients connus avec des conditions connues qui peuvent se faire en télémédecine ou des patients connus avec un nouveau problème mais qui se prêtent assez facilement à une téléconsulte. Pour ce qui est des nouveaux patients, je pense que l'approche en personne, à part pour des choses peut-être vraiment banales, demeure à prioriser et la télémédecine doit être cadrée dans une médecine hybride. Donc, ça fait partie de pouvoir ajouter dans notre armentarium d'outils et je pense qu'effectivement, il y aura un retour de balancier pour un équilibre. Fait que je pense qu'on était beaucoup trop en arrière. Là, on est allé peut-être en avant trop vite et là, ça devrait revenir de façon adéquate. Et c'est donc à utiliser dans un contexte de médecine hybride et non que virtuel ou que en personne. Monsieur Fortin? Oui, je suis entièrement d'accord avec mes collègues. Je pense qu'on avait beaucoup d'arriérage pour ce qui était de l'introduction des nouvelles technologies. Donc, on va prendre ce qu'il y a de bien dans la pandémie, c'est-à-dire ça a ramené ça à l'avant-plan, ça a permis ça aurait pris peut-être 10 ans encore avant que ça se fasse. La pandémie a vraiment rattrapé. Je pense qu'effectivement, le balancier est peut-être allé un peu loin où est-ce qu'on comprend très bien que tout ne peut pas se faire en télémédecine. Je pense que tous les gens qui font du télétravail savent très bien qu'on est tous un petit peu tannés du Zoom et de la téléconférence. Puis mes collègues aussi cliniciens le savent aussi bien que moi qu'on rentre dans la salle, on voit le patient, on a comme 90% du travail de fait juste par le contact physique. On voit la personne, on sent s'il y a quelque chose qui ne va pas, si un certain sens de la gravité du problème nous apparaît assez évident quand on fait juste voir le patient. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils qui se rajoutent, mais on comprend très bien aussi que l'examen physique, donc l'art de la médecine, qui malheureusement, peut-être pas en train de se perdre, mais finalement, les gens cherchent des moyens technologiques pour se substituer, mais il n'y en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées à un examen physique. Et donc, je suis entièrement d'accord qu'avant, c'était pour voir le médecin, il fallait obligatoirement faire le chemin de croix dans la salle d'attente, 4 heures de temps par la classe secrétaire, puis attendre des mois avant d'avoir un rendez-vous. Maintenant, si c'est juste pour un suivi, une petite question, effectivement, là, je pense que les médecins, on avait beaucoup de travail à faire pour se rendre disponible comme n'importe quel autre professionnel qui a soit des patients, des clients ou peu importe. Donc, c'est un peu mon avis, donc je partage effectivement ce que mes collègues ont dit, mais je ne pense pas qu'on va être technologique auquel on va pouvoir penser, créer, développer. Je pense que la relation médecin-patient en vrai est là pour rester. Là. Madame Biard, de votre côté, peut-être qu'on parle davantage de télésanté que de télémédecine. Vous allez peut-être nous expliquer un peu ce que c'est?
Oui, ben la télésanté, c'est un terme très large là, qui peut intégrer aussi la télémédecine. Mais je dirais donc que si je prends le terme télésanté un petit peu plus large, qui inclut aussi téléréadaptation, télémonitoring, donc toutes sortes de moyens de pouvoir collecter l'information à distance ou d'avoir un entretien avec une personne à distance. Puis si je l'applique dans un contexte de soutien à domicile qui est plus celui là, qui m'amène à être ici aujourd'hui, je trouve ça intéressant ce que vous dites au niveau des hybrides. Puis en fait, en soutien à domicile, on pourrait même voir ça sous forme de continuum, c'est-à-dire que dans le début, lorsque les gens ne sont pas encore en grande perte d'autonomie, c'est là où je pense que la télésanté a encore le plus de potentiel. Donc, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de suivi très, très fréquent, qui peuvent justement peut-être faire davantage de choses de façon plus autonome si on identifie mieux leurs besoins en termes de soutien à domicile. Mais plus la condition évolue, plus c'est des gens qui vont avoir besoin de soutien rapproché, humain. Cette fois-ci, là, je ne crois pas qu'on puisse avoir un soutien technologique à 100%. Donc, ça va peut-être même aider à redistribuer les ressources de façon plus intelligente, là, sans vouloir faire de jeu de mots, là, mais s'assurer qu'on va offrir encore, comme je disais tout à l'heure, le bon service à la bonne personne au bon moment, en combinaison selon les besoins. Donc, ça rejoint quand même, je trouve, ce que les autres présentateurs ont dit. Merci. Écoutez, on peut y aller avec une deuxième question. Je me demandais, est-ce qu'on enseigne la santé numérique actuellement en médecine? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on devrait le faire et comment on devrait le faire? Parce que ça change tellement rapidement. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, M. Beaulieu. Oui, en fait, la réponse, c'est à peu près non, que ce n'est pas vraiment enseigné. Là, tout le monde a un peu appris sur le tas, entre guillemets, dans les derniers mois. Et un problème, je pense, qu'on a au Québec, puis je considérais ça presque un problème, c'est qu'avec la traditionnelle façon sacro-sainte qu'on a de voir la santé, il manque peut-être un peu la fibre un peu plus entrepreneuriale en termes d'implémentation dans les curriculums. On voit de plus en plus, puis je suis sûr que mes collègues voient la même chose, de jeunes médecins qui sont résidents, fellows et qui commencent, on a un de nos fellows qui fait une maîtrise ou un PhD en intelligence artificielle, d'autres qui vont être dans d'autres composantes de technologie et c'est eux, avec leur intérêt, qui font ces cours-là parce qu'ils savent que la médecine de demain va demander ce genre de choses-là. Alors, je pense qu'on doit effectivement se poser la question comme faculté de médecine, comme université, de pouvoir avoir une composante un peu plus intégrée des technologies et en tant que province, peut-être avoir une façon de voir des entrepreneurs comme nous tous ce soir comme étant des alliés dans le système de santé et de bénéficier de ce qu'on amène plutôt que de nous voir un peu comme le dark side of the force, les méchants personnes d'affaires qui ont une composante entrepreneuriale parce que c'est pas ça. C'est de pouvoir avoir, vous avez tous vu, on a des motivations, on a des histoires personnelles qui nous amènent à développer, on veut changer les choses et donc on veut travailler avec le système et pas être traité comme des fournisseurs qui souvent, le mur de Chine est un peu trop grand. Fait que c'est un peu ma perspective là-dessus. Docteur Fortin, vous êtes le plus jeune diplômé parmi tous nos panélistes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est peut-être la nouvelle génération qui va pousser les choses et qui va finir par faire changer la façon qu'on enseigne la médecine? Oui, je suis entièrement d'accord. Ça fait déjà un petit moment que j'ai quitté les bancs d'école, mais j'abonde dans le même sens là, que Dr Beaulieu. En même temps, j'ai l'impression que le corps médical est un peu en train de se démêler par rapport à tout ça. Donc, de penser qu'ils vont l'enseigner correctement alors qu'ils sont encore un peu en train de se faire une tête par rapport à ces outils-là. Mais n'en est pas moins que plus les nouvelles générations arrivent en faculté de médecine, ils sont habitués, ça fait partie de leur vie depuis qu'ils sont tout jeunes. Pour eux, c'est une seconde nature de se tourner vers des outils technologiques pour régler un paquet de problématiques ou de faciliter leurs tâches. Donc, je pense qu'il est grand temps de structurer tout ça, puis de s'assurer qu'on part sur une bonne base là, au niveau des universités, puis des étudiants conformes. Parce que la santé numérique, ça a démocratisé la possibilité de créer des thérapies. Donc, à peu près n'importe qui a un peu de talent comme développeur peut faire une application numérique en santé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être bonnes. Et je dirais que dans la vaste majorité de ce qu'on retrouve sur les App Store, il y a beaucoup d'applications qui se disent des applications en santé, mais il y en a un très grand nombre là, qui finalement n'ont aucun fondement scientifique réel ou ne sont pas validées ou finalement n'apportent rien pour le patient. Donc, je pense que c'est un outil ce sont des outils qui sont très, très utiles, mais en même temps, il y en a une multitude. Par où commencer? Lesquels sont bons?
Donc, je pense que de structurer cette pensée-là chez les futurs médecins, de s'assurer qu'ils savent exactement lesquels référer, lesquels utiliser, c'est primordial. Puis je pense que cet enseignement-là doit se poursuivre aussi pour la formation continue des médecins en pratique, où est-ce que les patients vont finir par le demander. C'est sûr que là, actuellement, la cohorte de patients qui sollicitent plus les soins de santé, ce n'est pas les plus grands fans de technologie, mais quand même, on voit de plus en plus de patients utiliser leur téléphone, utiliser les technologies. Donc, je pense que ça va devenir inévitable. Puis plus tôt on va structurer ça, mieux va être la formation par la suite. Monsieur Messier, est-ce que ça s'enseigne l'entrepreneurship d'une certaine façon en médecine? Je pense que oui. Je rejoins beaucoup ce que le docteur Beaulieu dit. D'ailleurs, le docteur Beaulieu est plus jeune que moi. Je ne suis pas aussi jeune que le docteur Fortin, mais je suis plus jeune que le docteur Beaulieu. Je trouve ça important de le préciser. Merci de la précision. Oui, je pense que ça s'enseigne. Je pense qu'on a définitivement besoin de ça. On le voit sur le terrain. Les gens qui ont plus cette fibre-là naturelle, d'être à l'aise avec les outils informatiques ou d'avoir une pensée un peu plus innovante, ont un avantage sur les autres. On le voit, ils sortent avec un patient un peu plus compliqué, ils savent tout de suite où aller. Je rejoins ce que le docteur Fortin disait aussi, là, ils ne vont pas se perdre dans la multitude de choses, ils vont être capables d'aller à la bonne place rapidement, ce qui est un avantage pour l'urgence. Et donc, c'est essentiel maintenant, c'est une réalité terrain. On a aussi besoin de jeunes idées. Parce que, c'est ça, hein, on vieillit tous, puis on a nos idées avec notre background, mais puis on pousse nos idées, puis comme le docteur Beaulieu a dit, puis qu'on va parler tantôt, c'est pas toujours facile de les pousser. Et il faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent en arrière, puis qui nous poussent, puis qui aient des nouvelles idées. Puis pour ça, il faut qu'ils aient été formés. Parce que sinon, ils arrivent avec trop de retard, puis juste le temps d'aller chercher leur aptitude médicale avec les patients, tout ça, ils perdent des belles années où ils sont les plus productifs souvent puis créatifs. Merci. Madame Bière, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je dirais qu'on vit un petit peu la même réalité en réadaptation, mais l'enseignement du numérique amène quand même des grands défis là, au niveau de l'enseignement universitaire. C'est des nouveaux rôles qu'on ne maîtrise pas encore très bien. Il y a une vitesse aussi dans les développements technologiques qui est absolument extraordinaire. Donc, ça prend aussi, au niveau de l'enseignement, des gens qui sont capables de suivre le rythme, mais d'enseigner aussi aux jeunes à suivre le rythme, à ne pas craindre de se lancer dans ce type de pratique qui va être nécessairement innovante, mais aussi les préparer au terrain. La réalité terrain, c'est qu'on a plusieurs institutions de santé qui sont vraiment désuètes là, en termes de technologie. C'est sûr que là, avec le COVID, on sent qu'il y a vraiment une grande volonté. Mais des fois, il y a un décalage entre ce qu'on leur enseigne et ce qui est vraiment possible dans la vraie vie. Donc, il ne faut pas qu'ils perdent non plus confiance dans toutes ces possibilités-là, puis qu'on réussisse à les accompagner soit via la formation continue, comme disait M. Fortin, soit en créant des champions à l'intérieur de différents milieux qui, eux, vont toujours continuer à pousser le numérique puis devenir aussi un petit peu des mentors là, pour les nouveaux ou les prochains qui se joignent à leur milieu clinique. Donc, le modèle de champion, je trouve, c'est aussi quelque chose qu'on doit peut-être davantage élaborer ou pousser là, dans nos enseignements puis dans nos milieux cliniques. Mais justement, parlons-en donc de cette créativité, de ce développement des idées. Quand je faisais les pré-entrevues avec vous, plusieurs d'entre vous m'ont dit le Québec, c'est un endroit fantastique pour des startups, de l'innovation. Il y a beaucoup de programmes. On encourage cette créativité-là. Est-ce que c'est la même chose quand on arrive au niveau de la mise en marché de vos inventions ou de vos créations ou de la commercialisation? Est-ce que là aussi, on continue à être aidé ou là, finalement, on frappe un mur puis c'est un petit peu difficile à l'implémenter? Si je peux me permettre de commencer, moi, je te dirais qu'il y a différentes façons de voir ça parce que, un peu comme Alexandre parlait tantôt, où au début du projet, il a été poussé par les dirigeants qui disaient hey, travailler là-dessus, c'est qu'il y a des centres où il y a beaucoup de volonté et que c'est facile d'amener des choses et de pouvoir les développer. Le problème est que lorsqu'on doit passer par, puis c'est tout à fait normal qu'il y ait la composante, toute la composante des achats, des appels d'offres et tout, c'est un modèle qui est très, très, très ancien au Québec. Alors, je vous donne un exemple rapide. En Ontario, pour la santé virtuelle, ils ont créé un processus de certification, de validation où les différents fournisseurs peuvent passer
faire les choses et y mettre ensuite sur une liste les fournisseurs validés qui ont leur attestation. Les différents hôpitaux, selon leurs besoins, peuvent choisir dans les fournisseurs validés, sécurisés et tout, et pouvoir l'adapter, travailler avec un fournisseur et tout. Alors qu'au Québec, on a encore beaucoup l'approche de dire on fera un appel d'offres national, le plus bas prix et tout ça. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les hôpitaux arrivent, ils veulent une technologie, puis ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se font dire c'est tel fournisseur, puis sinon, il faut que ça y aille dans ton budget. Puis là, ils vont dire ouais, mais là, mon budget, je vais le prendre pour d'autres choses. Et donc, c'est toute une philosophie. Ce n'est pas un manque d'intérêt des centres ou des dirigeants, mais c'est tout ce qui est en arrière qui doit changer. Puis malheureusement, ce n'est pas une petite chose. Fait que j'ai espoir, je suis un gars positif, mais quand on arrive avec nos propres technologies qui arrivent ici, ben, ça finit que souvent, tu vas finir par avoir plus de succès et de facilité à s'implémenter. Comme Alex qui parlait de la France, il va peut-être finir par avoir beaucoup plus de centres, beaucoup plus rapidement à l'extérieur du Québec, alors qu'il pourrait l'implémenter à la grandeur du Québec, mais les processus font que c'est difficile. Ça fait partie de la machine, hein? Ce n'est pas de la faute de personne en particulier, mais c'est un peu ma lecture et j'espère donc que rapidement, ça va changer. Pour vrai, c'est ce que le gouvernement nous dit, pour pouvoir favoriser les entreprises québécoises, pas juste dans le développement, mais dans l'implémentation des solutions innovantes. Mais on le voyait dans l'actualité, il y a un regroupement de médecins qui veut rencontrer Legault, entre autres, pour décentraliser. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais il y a cette idée que chaque centre, chaque hôpital puisse décider ce qu'il veut faire avec ces sommes-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Messier? Est-ce que ça a été difficile pour vous, cette commercialisation et cette mise en place de votre application? La réponse courte, c'est oui. Ça a été très difficile. La réponse longue pourrait prendre 2 heures, puis je pourrais écrire un livre là-dessus. Par contre, intéressant. Je pourrais vous dire, il y a 5 ans, là, quand on a vu que le projet marchait, on était beaucoup aidés par le local, centre de recherche, les dirigeants locaux, etc. Mais au niveau national, il n'y avait aucune idée quoi faire avec nous. Honnêtement, là, aucune idée. Aucune idée quoi faire, puis comment nous aider à... C'était un petit peu difficile à comprendre pour une idée qui était acceptée par les gens terrain, qui montrait des bénéfices, qui étaient facilement exportables, qui ne coûtaient pas cher. Et en plus, notre modèle, moi, je suis l'inventeur du projet, mais j'en ai donné une partie au centre de recherche. Donc, il y a un retour sur investissement. On a une compagnie qui commercialise, comme je disais, mais il y a un retour sur investissement pour le réseau. Mais malgré toute ce beau partenariat-là qu'on a mis, du retour, on n'a pas été aidé zéro par, malheureusement, des plans plus hauts que l'aspect régional. Il y a une idée au Québec, je trouve, qui est un peu malheureuse de se dire, ce qui a été fait localement, on va le prendre centralement, puis on va réécrire l'histoire, puis on va le refaire à notre manière. Donc, on va prendre des experts un peu partout, on va les mettre sur un gros comité, on va les faire rencontrer 1 ou 2 fois des informaticiens, puis ils vont nous pondre le même projet qui a marché localement. Versus ce qui fonctionne bien, c'est quand tu prends un petit groupe d'experts qui travaillent avec un petit groupe d'informaticiens puis qui développent pour répondre à un besoin précis, tu le réponds parfaitement, puis après, tu grossis, puis tu t'organises pour ton application à répondre à tous les autres besoins qui sont autour. Au lieu de partir gros puis de vouloir répondre à tout le monde avec un comité qui n'est jamais capable de se rencontrer, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre en innovation au Québec encore. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien. Des bureaux, on entend parler du bureau de l'innovation, des choses comme ça. Je pense que c'est très bien. Je pense qu'il y a les gens une réalité qui semble. Je pense que notre appel à des gens comme Yannick et moi peut être entendu parce que c'est pas normal que des gens comme nous ayons eu autant de difficultés pour des produits locaux qui peuvent servir sur des. Écoutez, les urgences qui débordent, là. Ça fait-tu longtemps qu'on en parle au Québec? Y a-t-il bien des affaires qui ont été faites pour ça au Québec? Oui. Effectivement. Monsieur Fortin, vous qui êtes justement dans ce processus-là, est-ce que vous voyez ça comme une montagne ou ça se passe relativement bien pour vous, là? Bien, ça rejoint un peu ce que mes collègues ont dit. Autant l'écosystème qui favorise les startups, l'innovation, le développement des entreprises est extrêmement actif au Québec. Il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup d'aides. Si on se compare à d'autres pays, on est réellement choyé. Mais je pense quand même qu'il y a une barrière à l'entrée quand vient le temps
de les implanter ou de les vendre aux différents centres hospitaliers. Et c'est dommage parce que je pense que ce serait quand même, oui, l'argent en amorçage est important, mais de pouvoir offrir à ces entreprises-là leur première vente, c'est ce qui vaut le plus pour n'importe quel projet, compagnie ou peu importe. Et ça rejoint ce que Dr. Messier a dit, c'est-à-dire une fois que le produit commence à être vendu, c'est là qu'il devient réellement intéressant. Puis c'est là qu'on commence à acquérir aussi des données qui sont très, très intéressantes. Parce que tout le monde le sait bien, oui, il y a les projets de recherche, mais c'est dans les environnements sont contrôlés, c'est pas nécessairement des situations de vie réelle. Ça peut très bien fonctionner dans un projet de recherche, puis après ça, en vie réelle, les résultats peuvent être bien différents. Donc, et je suis d'accord aussi que c'est pas une question de mauvaise volonté là, des gens qui sont actuellement dans le réseau. Je pense qu'il y a des champions. Je pense que nous tous, on tente de les identifier, de travailler avec ces gens-là, puis de pousser nos projets. Les champions ne sont pas toujours ceux qui décident des allocations, des budgets ou qu'est-ce qui va être acheté, qu'est-ce qui ne sera pas acheté. Je suis d'accord que le système d'appel d'offres est effectivement dépassé, sans vouloir nécessairement encenser l'Ontario, mais je sais qu'il y a des hôpitaux où il y a des gens que leur travail, c'est uniquement l'évaluation et l'implantation des innovations. Donc, quand ça devient la job d'une personne à temps plein de gérer ces projets-là, bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui bougent. Quand on demande à des gens qui sont déjà un peu surchargés de dire, évalue la technologie, regarde ce qu'on peut faire avec ça, ben finalement, ça tombe sur une pile de choses à faire, puis ça tombe rarement dans les priorités parce qu'il y a souvent beaucoup de feux à éteindre. Donc, je suis d'accord qu'il y a place à l'amélioration et c'est réellement dommage qu'il y ait un adage qui s'est installé, que c'est développé au Québec, mais c'est vendu ailleurs. Donc, je pense qu'on doit... il y a déjà tellement d'énergie, puis l'écosystème est tellement fort pour encourager, développer, soutenir les gens qui veulent partir des projets, partir des compagnies, développer des technologies et qui, malheureusement, arrivent à un point où est-ce que, finalement, ils se tournent vers d'autres milieux que le Québec pour faire leur première vente. Je pense que ce problème-là doit être réellement adressé. Je pense que les dirigeants le savent, mais n'en demeure pas moins que le système de santé, c'est une très grosse machine. Je ne voudrais pas être la personne qui est en charge de régler ce problème-là, mais ça me ferait plaisir de contribuer à la solution, par contre. Donc, c'est bien noté. Madame Bière, de votre côté, c'est intéressant parce que quand on discutait ensemble en pré-entrevue, je vous disais, c'est quoi votre rêve? Là? Si demain matin, vous pouviez créer quelque chose ou changer quelque chose dans notre système, et vous m'avez dit, en fait, moi, je rêve d'un nouvel écosystème qui intégrerait non seulement le domaine médical, mais aussi le domaine communautaire. Voulez-vous nous parler un peu de ce que vous feriez? Oui, certainement, puisque c'est un beau rêve, donc j'aime bien le partager, mais bon, c'est sûr que je reviens encore ici à l'idée d'un soutien à domicile, donc d'une personne âgée qui habite seule. Puis on l'a vu pendant la pandémie, c'est l'isolement social des aînés, c'est un fléau. Ça ne devrait plus exister en 2020, ce genre de situation-là où on retrouve des personnes âgées décédées seules dans leur logement sans que personne ne s'en soit rendu compte. Donc nous, on réfléchit beaucoup depuis plusieurs années à trouver une façon de mettre peut-être autour justement d'une plateforme numérique, mais différents partenaires ou différents membres de l'écosystème des personnes âgées, de manière à ce qu'il y ait une meilleure collaboration, un meilleur soutien en bout de ligne de la personne âgée. Par exemple, d'entretenir des bonnes collaborations entre des organismes communautaires qui font déjà un super bon travail sur le terrain, des entreprises d'économie sociale, le soutien à domicile des CLSC, les GMF, donc les cliniques, trouver une façon via le numérique de leur faire partager de l'information sur ces personnes-là et de s'assurer qu'en bout de ligne, il y a toujours quelqu'un qui va être présent pour aller cogner à la porte si jamais il y a une difficulté. On sait qu'un CLSC ou une GMF, ce n'est pas un système d'alarme 24/7. Il n'y a pas toujours quelqu'un au bout du fil pour répondre, mais la personne ne décide pas nécessairement quand elle a besoin d'un soutien de toute nature, qui peut être médical, mais aussi de nature sociale ou psychologique. Donc, ce sur quoi on réfléchit et on espère bien pouvoir avancer là, prochainement, c'est cette création d'un écosystème où il y a quelqu'un en bout de ligne qui va être présent. Et le numérique peut être une façon de connecter tous ces partenaires-là ensemble de façon efficace et coordonnée. Donc, je vous tiens au courant dans les prochaines années en espérant que mon rêve se soit réalisé.
On vous le souhaite. Écoutez, il nous reste quelques minutes avant qu'on aille à la période de questions. D'ailleurs, vous, chers participants, si vous avez des questions, c'est maintenant le temps de l'inscrire. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle des données, parce qu'évidemment, quand on fait de l'innovation technologique, et particulièrement en médecine, vous rencontrez des patients, donc il y a l'accumulation de données. Est-ce que vous pensez que c'est un problème au niveau confidentiel? Comment, quand vous avez fait vos innovations, est-ce que ça a été un enjeu qui est important? Puis comment vous êtes passé par-dessus ce problème-là d'une certaine façon? On peut peut-être commencer. En fait, c'est un enjeu primordial et je pense qu'on a tous ce point-là qui a été un point central dans le développement de nos technologies. Et honnêtement, je pense que les règles sont adéquates, sont strictes, parfois peut-être un peu trop strictes, mais je pense qu'on est mieux d'y aller vers le côté un peu plus sécure. Et donc, je ne pense pas qu'il y a de problème. Il faut que la garde soit vraiment maintenue par les autorités et il faut que les règles soient respectées par les fournisseurs et par les développeurs. Et l'autre point très important, et sinon plus, ou en tout cas, c'est toute la partie du consentement et du consentement éclairé, qui parfois, on le sait tous avec les Facebook et tout, était plus ou moins présent. Et donc, plus ça va aller, on voit presque toutes les semaines maintenant des nouvelles que le gouvernement fédéral et provincial va serrer la vis à ça, ce qui, je pense, est important. Alors, je pense que les données, la confidentialité devra rester une priorité pour la porte d'entrée des compagnies et on se doit, si on veut qu'il n'y ait pas d'abus ou de mauvaise tournure de l'utilisation de ces données-là. Monsieur Fortin, dans votre cas, c'est encore peut-être plus sensible parce que ça touche des enfants. Est-ce que c'était un enjeu là, quand vous avez développé votre innovation? Dans notre cas, oui, effectivement, on utilise des données anonymes, donc c'est sûr que ça contourne une partie du problème. On recueille des informations qui ne sont pas des données sensibles, comme le nom, l'âge, le numéro de RAMQ, date de naissance, et ainsi de suite. Je rejoins effectivement ce que le Dr Beaulieu a dit. Les données, il faut trouver la façon de les gérer correctement parce que c'est une mine d'or, autant pour les milieux de soins, parce que ça nous permet d'aller chercher des informations très, très pertinentes, très, très intéressantes pour soit développer des nouveaux traitements, les adapter, améliorer les pratiques. Donc, les avantages, la liste est extrêmement longue. Par contre, il y a toujours effectivement la problématique de confidentialité. On le voit avec les grosses compagnies comme Facebook, Google et autres qui gèrent ça de manière un peu cavalière, puis parce que ça vaut énormément d'argent également. Donc, oui, c'est très, très intéressant pour les cliniciens, les milieux de santé. Mais comme ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent, mais les compagnies s'y intéressent également. Puis, une compagnie qui fait dans le médical, si elle n'a pas le mot de données quelque part dans son pitch deck, il n'ira pas bien, bien loin là, dans la croissance de sa compagnie. Donc, tout le monde veut c'est quasiment un obligatoire, même si les gens ne pensaient pas au départ, si quelqu'un va dire, il faudrait que tu collectes des données, ça va rendre ta compagnie, ton projet beaucoup plus intéressant. Donc, je pense qu'effectivement, le gouvernement et les cliniciens doivent se faire un devoir de gérer cette composante-là de manière la plus sécuritaire possible. Il ne faut pas que ça devienne un frein. Donc, il y a vraiment une gymnastique à faire entre rendre ces données-là disponibles, sécuritaires, mais éviter aussi tout ce qui est dérapage. Puis, je pense qu'il ne faut pas non plus penser que ça va être toujours mur à mur. Il va toujours avoir une certaine composante de risque, mais il y a des bénéfices aussi qui viennent avec l'idée d'exploiter ces données-là. Donc, je pense qu'il va falloir trouver une façon que ça fonctionne. Puis je pense qu'effectivement, comme mes collègues aussi, dans leurs projets respectifs, ça occupe une très, très grande part là, des efforts de développement et je pense que ça doit être valorisé également. Merci. Est-ce que, M. Messier, de votre côté, vous pensez que le risque zéro existe ou n'existe pas? Non, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours des risques, puis je crois sincèrement que la majorité des gens, là, des patients, puis on est tous des patients potentiels ou actifs, on est prêts à accepter un certain risque si tout ce que mes collègues ont dit est respecté. Donc, il faut que les normes soient là, il faut que la société soit prise au sérieux. Par contre, des fois, on entend, je trouve, certains messages où on entend peut-être un peu trop, des fois, des puristes. Je pense que les bénéfices d'avoir accès à des données faciles sont beaucoup plus élevés que des risques de petites fuites. Tout en gardant ça, il faut que ça soit sécuritaire. Là, je ne veux pas être mal interprété. Mais je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant. Je pense que les gens sont beaucoup plus prêts à y aller. Peut-être qu'on a l'impression, quand on étudie ce phénomène-là au niveau médiatique, où on entend peut-être un peu plus parler d'une extrême là, qui sont des chiens de garde, donc on en a besoin, mais
ça change la médecine. D'avoir un patient à l'urgence puis être capable d'avoir tout de suite les informations sur ce patient-là. Quand j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, je traduis mon âge un peu, mais on n'avait pas les ECG, on montait des patients à Dr Beaulieu en haut, puis on se rendait compte plus tard que c'était connu, son ECG, ce changement-là. Donc, les bénéfices pour les patients sont énormes. Parfait. Donc, on ne peut pas s'en passer. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Alors, merci en fait à vous quatre pour ce bel échange. Et là, on va se tourner vers les participants. Est-ce que, Jérémy, on a reçu des questions pour nous? Alors oui, absolument, Catherine. Nous avons quand même quelques questions qui sont rentrées. La première que j'aimerais soumettre serait pour Madame Bière. Madame Pelletier, est-ce que la technologie de monitoring permet également d'émettre des rappels à la personne âgée ou encore des alertes au CLSC si elle détecte qu'il y a un danger? Par exemple, si les capteurs de mouvement ne captent pas d'activité depuis plusieurs heures ou si la cuisinière reste allumée trop longtemps. Tout à fait. C'est l'objectif aussi d'un système comme celui-là. Donc, il y a effectivement un volet de détection, mais il peut aussi y avoir un volet où on va agir dans l'environnement. Ça peut même aller jusqu'à carrément couper l'alimentation de la cuisinière. Par exemple, on travaille également sur un système comme celui-là. Maintenant, l'enjeu qu'on a, et ça revient un peu à mon rêve de tout à l'heure, c'est que les alertes ne peuvent pas nécessairement être gérées par des cliniciens en soutien à domicile. Ça deviendrait vraiment ingérable étant donné là, le caseload là, qu'ils ont, la quantité de patients. Donc, il faut pouvoir relayer cette information-là à quelqu'un d'autre. Dans certains systèmes, on va le relayer à un proche aidant, mais on pourrait aussi penser le relayer à un autre genre d'organisation qui, lui, serait capable plutôt de répondre rapidement. Mais effectivement, on peut détecter qu'il y a eu une absence de mouvement pendant une très longue période de temps, une porte qui n'a pas été ouverte, par exemple, donc ce qu'on appelle le long lie, les personnes qui chutent et qui restent au sol longtemps, ou d'autres enjeux de sécurité comme ceux-là, oui, tout à fait. C'est ce qui fait l'intérêt de ce type de système par ailleurs. Merci, Jérémy. Une prochaine. Oh, oui, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, le système Madame Bière a l'air super intéressant. Ça pourrait être bien pour des adolescents qui disent qu'ils font leurs devoirs dans leur chambre. Là. S'il n'y a rien qui bouge, peut-être qu'on pourrait savoir qu'ils dorment. Ben, on pourrait toujours mettre un petit tag RFID sur un crayon. Il peut aller dans un niveau de granularité très, très fin, mais là, on rentre dans des enjeux de vie privée qui seraient discutables, mais tout à fait, on pourrait aller vérifier ça. Bon, une grande idée vient de naître. Jérémy, est-ce qu'on a une prochaine question? Oui, absolument. Alors, une question qui s'adresse à l'ensemble de nos diplômés. Une question qui vient de M. Bertrand. Y a-t-il des incitatifs qui vous ont encouragé à vous lancer dans ces projets ou comment encourager d'autres personnes à démarrer des innovations numériques? Mais c'est super, ça c'était une des questions que j'avais. S'il y avait des étudiants actuellement qui nous regardent en médecine, qui ont envie, qui ont des idées déjà, quel est le conseil que vous leur donneriez? Peut-être M. Beaulieu, M. Fortin pour débuter? Vas-y, Jean-Simon. Oui, je pense qu'il y a encore là, l'écosystème est très fort. Là, donc, il y a plusieurs organismes ou organisations qui existent, là, qui permettent aux gens de comprendre un peu comment fonctionne tout ce qui est l'innovation de la phase d'idéation jusqu'à la phase de commercialisation. Je pense que les gens d'habitude se lancent souvent, travaillent très, 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 très fort sur la technologie. Arrive à un point où est-ce que ça devient plus juste la technologie, ça devient, disons, pour que le projet fonctionne, il y a beaucoup d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. Et de préparer ça le plus tôt possible là, permet d'éviter des mauvaises surprises là, quand on arrive après 2-3 ans de développement. Là, on se rend compte qu'il y a des choses qui accrochent, là, c'est un peu tard pour le réaliser. Donc, puis aussi, généralement, si la technologie ou les projets partent d'un problème que les gens veulent solutionner, règle générale, c'est la meilleure recette pour le succès. Je pense qu'il faut se tourner vers des mentors, des gens qui ont œuvré dans le domaine. On est tous des gens très accessibles, on adore parler de ça. Donc, généralement, il n'y a pas besoin de regarder très, très loin pour trouver des gens qui ont soit partie des projets ou qui travaillent un peu sur 2 sièges, un peu comme mes 2 collègues ici ce soir et comme Mme Bière également. Donc, je pense qu'il faut
il faut juste se lancer, trouver les bonnes personnes. Puis souvent, on parle à une personne qui nous présente d'autres personnes, qui nous présente d'autres personnes. Il y a MedTech qui est un consortium super intéressant qui permet aussi d'aiguiller des projets collaboratifs. Il y a Montréal InVivo qui est la super grappe en santé aussi qui permet de regrouper tous ces gens-là. Il y a TransMedTech à Sainte-Justine. Je pourrais en nommer comme ça. Là. Il y en a tout plein là, de différents petits organismes. Donc, il suffit d'en prendre un. Ces gens-là se connaissent tous. Donc, il suffit de défiler là, sur nos sites web, peu importe. Je suis sûr qu'ils sont tous répertoriés. Donc, quelques appels, souvent, ça nous permet d'amorcer un peu cette entrée-là vers l'innovation. Donc, c'est un long parcours. Il faut partir super motivé. Mais je pense que c'est ce qui fait la fibre d'un entrepreneur, c'est la détermination, la motivation. Et les gens qui le sentent bien, on va être heureux de les accueillir dans l'écosystème parce que ça va faire d'autres mondes qui vont pousser dans la même direction pour faire avancer, changer les mentalités, avancer la technologie, la santé. Donc, on est toujours disponible. Si les gens veulent nous contacter, ça va nous faire plaisir. Merci. Peut-être une autre prochaine question, Jérémy? Oui, je pense qu'on pourrait avoir donc cette dernière question qui serait donc adressée à vous tous présents ce soir. À tour de rôle, si on vous donnait carte blanche au niveau du budget, quelle serait l'innovation ultime que vous aimeriez mettre en place pour améliorer notre système de santé? Madame Bière, vous en avez déjà un peu parlé de votre écosystème. Est-ce que vous avez déjà une idée du budget que vous y allouerez? Oh, ben là, écoutez, si on a le droit de rêver, c'est sûr que moi, j'ai ma perspective de chercheur. Donc, quand je pense à un budget, je pense à quelque chose qui implique le déploiement d'un projet de recherche et non pas juste le côté développement technologique. Mais honnêtement, en bas de quelques millions par année, c'est quand même difficile de faire ce genre de projet qui mobilise vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires. Mais moi, ça serait vraiment, le système de santé ne peut pas fonctionner tout seul. Il y a plein d'autres partenaires qui peuvent aider à être en amont, en promotion, en prévention de la santé, en suivi à domicile, qui pourraient créer vraiment des partenariats très intéressants avec la première ligne ou avec vraiment tous les autres services. Donc, je crois que le futur projet de mon rêve va permettre, grâce au numérique, une belle innovation pour soutenir le système de santé, peut-être lui dégager en fait certains rôles et les partager avec d'autres. Docteur Messier, de votre côté, avez-vous déjà des chiffres ou des idées de votre rêve? Ben oui, checkez-moi bien aller. Non, mais écoutez, en fait, ce qu'on a fait dans notre projet, c'est de mettre en lien la première ligne, les urgences, avec un filtre médical au début pour aider les patients à aller à la bonne place. C'est pas inné là, pour des patients de savoir où se rendre quand quelque chose d'inattendu arrive. Donc, si vous me donniez le Québec au complet, l'argent que je veux, puis je peux faire ce que je veux, en fait, je rêverais d'un système qui met une toile qui relie les acteurs importants de première ligne, les urgences, les spécialités. Et à travers chacune de ces lignes-là que vous pouvez voir entre tous ces acteurs, certains filtres médicaux avec l'intelligence artificielle qui seraient... Nous, dans le fond, on a fait de l'intelligence artificielle avec notre projet à bras depuis 5 ans. On est à la porte de ça, puis avec les fonds, on va arriver vers ça. Mais imaginez de l'intelligence artificielle qui aide les patients avec des intervenants à l'occasion et que tout ça se place en temps réel. Sans que les patients aient besoin d'aller attendre pour aller voir un deuxième rendez-vous qui dit finalement, moi, je suis le médecin qui s'occupe du pied, tu as besoin de lui de la cheville. Fait que je vais t'envoyer à la cheville. Je pense que ça serait de créer une toile intelligente d'orientation des patients pour on désengagerait beaucoup notre système de santé. Monsieur Beaulieu? Oui, en fait, de façon assez brève, je pense que honnêtement, c'est pas la technologie, elle est là, elle fonctionne. Bon, il manque l'Internet à certaines régions encore, mais l'Internet est là. Et les gens ont tous leur appareil de télémédecine, de communication avec eux, ou un ordi, une tablette. Et je pense que ce qu'il faudrait avoir, c'est peut-être réallouer certaines priorités pour la gestion du changement, pour que les cliniques, si quelqu'un veut faire de la télémédecine, implémenter des solutions de réorientation, il faut qu'il y ait une volonté. Il faut pouvoir dire, il faudra allouer quelqu'un pour faire ça, pour que ces projets-là fonctionnent. Et la plupart du temps, en termes d'abonnement ou autre, ce n'est pas ce qui est coûteux. C'est souvent
en bas de 100 $ par année par individu, gratuit pour la population et parfois moins. Alors, je pense que du côté argent, ce n'est pas nécessairement du côté argent, c'est vraiment plus la gestion du changement pour la volonté. La volonté et la gestion du changement. Fait que moi, mon rêve, c'est de pouvoir, tout ce qu'on a parlé ce soir, sans réinventer et n'en faire nécessairement plus, d'implémenter ce qui existe, d'avoir la gestion du changement. Et juste ça, on ferait des grandes choses. Alors, M. Fortin, je vous laisse la parole pour un dernier 30 secondes pour qu'on termine rapidement. Dr. Messier m'a un peu volé mon rêve, là, donc ça serait effectivement que toutes ces technologies-là, effectivement, puissent vraiment très bien s'intégrer les unes avec les autres. Là, on pense souvent que une solution doit être mur à mur, sinon ça va devenir compliqué parce qu'elle va entrer en compétition avec une autre ou avec l'ancien système, alors qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est une espèce d'infrastructure où toutes ces technologies-là qui apportent beaucoup pour les patients et pour les gens en clinique puissent vraiment assez bien communiquer entre elles puis qui deviennent vraiment complémentaires. Puis qu'il y a une certaine forme de compétition, mais qui peuvent coexister, puis que la compétition va juste faire en sorte que ces solutions-là vont s'améliorer. Puis le rêve également qu'on se tourne davantage vers tout ce qui est la médecine, où est-ce que finalement on paye pour une valeur ajoutée, que ce soit dans les soins de santé qui sont donnés ou ce que les patients y gagnent, donc que les technologies finalement soient regardées avec cet œil-là pour la valeur qu'elles ajoutent. Et qu'une dépense, que ça soit plus seulement une dépense supplémentaire, mais qu'on rajoute à chaque fois de la valeur parce que ces technologies-là ont fait leur travail de valider ce qu'ils avancent. Donc, je crois que mes collègues aussi partagent cette vision-là. Et je vous remercie pour cette soirée. Je remercie à tout le monde qui était présent. C'était un plaisir. Bien, justement, merci à vous quatre. Bravo encore une fois pour votre créativité, votre contribution aussi au bien-être des patients et à rendre notre système de santé plus performant. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ce soir. Puis bravo encore. Je pense que vous continuez à faire rayonner la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Jérémy, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? Absolument. Merci beaucoup, Catherine Lune, pour l'animation de cette soirée. Merci infiniment à nos 4 diplômés dont je suis extrêmement fier et le réseau des diplômés et des donateurs l'est également. Vous êtes formidables. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis depuis chez vous pour ce rendez-vous totalement exceptionnel. Et avant de vous quitter, j'aimerais demander à l'ensemble des personnes qui ont participé à cette activité de compléter un petit sondage qu'on va vous faire parvenir afin de nous partager vos commentaires et vos suggestions pour un prochain rendez-vous. Sur ce, merci infiniment à tous, bonne soirée et à très bientôt.